En 1921, à l'âge de 14 ans, Ian Fleming quitte pour toujours l'internat de Dartford pour rejoindre celui du prestigieux collège d'Eton, tout près de la petite ville de Windsor. École pour garçons depuis le XVe siècle, Eton est le principal ticket d'entrée dans les hautes sphères de la société britannique et ses universités d'élite, comme Oxford ou Cambridge. Fleuron de l'éducation anglaise, elle est surtout reconnue comme une institution où les enfants d'aristocrates, de politiciens, d'industriels, ainsi même que ceux de la famille royale, sont formés en vue de gouverner l'Empire dans le futur. Les anciens étoniens ont pour habitude de s'entraider et d'avoir des rapports privilégiés entre eux. Ils obéissent à des règles morales et de bienséance. L'apprentissage des us et coutumes de la haute bourgeoisie britannique y est donc un facteur de réussite prépondérant. Mais à son arrivée, un an après celle de Peter, son grand frère, Ian est confronté à plusieurs problèmes. Déjà, il fait partie de la Army Class Division, préparant grandes écoles militaires, mais c'est là une carrière dont il n'avait aucun mot à dire et qui était uniquement le choix de sa mère. Il se souvint aussi de sa première année à Dartford, durant laquelle il fut harcelé, et qui lui resta longtemps en mémoire. Mais surtout, dès son arrivée, il ressentit aussitôt la comparaison avec ses prédécesseurs. Son père, Valentine, son oncle, Philippe, et son frère, Peter, qui furent tous trois d'excellents élèves. Mais pour Ian, il n'est pas question de décevoir quant à la réputation de la famille Fleming. Le jeune adolescent souffre donc de ne pas leur ressembler et de ne pas réussir à atteindre leur niveau de popularité. Par protection, pour se démarquer, ou juste par simple provocation, Ian se revêt alors d'une attitude rebelle. Il devient hautain et condescendant envers ses camarades. Il se fera donc ainsi pas mal d'ennemis et se retrouvera souvent au milieu d'altercations diverses. Il se battra même un jour contre un certain George Ambroise Scaramanga, dont il retiendra le nom pour en faire l'un de ses méchants. À nous, monsieur Bond. Au nec plus ultra. J'en ai vu qui avait la tête comme une montgolfière, mais comme vous, jamais. Mais tous les élèves ne furent pas ses ennemis. Il se faisait également des amis, comme d'un riche exploitant agricole du Norfolk, qu'il continuera à fréquenter plus tard au très sélectif Gentleman's Club des Boodles, et dont le nom de famille servira lui aussi pour un ennemi juré de James Bond, car il s'appelait Thomas Blofeld. Bonsoir, monsieur Bond. Blofeld. Cependant, bien que rebelle, Ian ne franchit jamais réellement les limites et malgré la pression familiale, il put lui aussi avoir ses petites victoires personnelles. Bien qu'au niveau scolaire, les résultats de Ian étaient juste passables, c'était surtout au niveau sportif qu'il brillait. Il gagna 2 années de suite les compétitions intercollèges en athlétisme, ce qui était encore à présent totalement inédit. Mais le sport ne lui apporta pas que des avantages, car durant la dernière année, en 1926, lors d'un match de football, il se fit casser le nez dans un choc avec Henry Montagu Douglas Home, l'un des frères du futur Premier ministre anglais. Cet accident serait resté totalement anecdotique si les conséquences n'avaient pas influé sur la vie de l'auteur. Une plaque de cuivre l'aidant à redresser l'arête nasale lui fut apposée, ce qui lui causera des maux de tête durant toute sa vie, ainsi qu'une sensation d'être perpétuellement enrhumé. Mais également un défaut facial qui le rend plus rugueux, plus violent, plus mauvais garçon. Ce genre de détail physique que certaines femmes trouvent très charmant et particulièrement séduisant. Et puis, grâce au soutien de son frère, il réussit surtout à rentrer dans l'une des confréries les plus importantes et sélectives d'Eton, la confrérie Pop. Être un popper signifie plusieurs choses. La première est que vous êtes considéré comme un futur membre éminent de la société. Intellectuel, sportif de haut niveau, ambassadeur, futur ministre ou amiral, même membre de la famille royale. Le célèbre George Orwell précéda justement Fleming dans les rangs de la confrérie. Et puis cela assure un soutien dans la carrière à venir des membres, car les poppers sont amenés un jour à devoir se rendre mutuellement service. Une sorte de népotisme ou copinage clairement assumé. Mais dans l'immédiat, dans l'esprit du jeune Ian, être popper signifie surtout être autorisé par l'administration à revêtir un autre uniforme que celui des autres élèves. Car les poppers ont leur code vestimentaire propre. Là où la norme est, pour le tout à chacun, une veste noire, un pantalon noir, une chemise blanche et un nœud papillon blanc, les poppers, eux, arborent une veste à queue de pie noire, un pantalon clair ou gris, un gilet au choix et même des couleurs les plus criardes. Ainsi, le prince William, par exemple, en vrai popper, portait durant ses années de collège un magnifique gilet aux couleurs de l'Union Jack. Ceci donnait donc à Ian non seulement le sentiment de faire partie d'une élite,
mais aussi l'occasion de se montrer en ayant le droit de se démarquer de l'habit standard des autres. Ce qui, à vrai dire, n'était pas forcément bien vu. De l'extérieur, les poppers étaient considérés comme arrogants et privilégiés. On disait d'eux souvent que les corbeaux étaient alors de sortie, se pavanant comme des paons. D'après votre costume, vous êtes allé à Oxford ou l'équivalent, et vous croyez que les êtres humains portent ce genre de choses. Mais vous le faites avec un tel dédain. Je dirais que vous venez d'un milieu modeste, et que vos camarades ne vous l'ont jamais pardonné. Accéder à ce petit groupuscule permit surtout à Ian de pouvoir fréquenter des garçons plus vieux que sa génération, comme les amis de Peter, et en particulier une vieille connaissance rencontrée quelques années plus tôt, sur une plage à l'âge de 9 ans. Ivar Price, son futur acolyte et compagnon des 400 coups, fils d'un riche producteur de guano, comme dans le Docteur No du roman. Ensemble, les deux faisaient des virées en moto pendant leur temps libre. Ils conduisaient illégalement, à tombeau ouvert, une Douglas tout autour du domaine de Windsor, là où habitait justement la famille royale. Et puis, ils aimaient aussi se donner un genre de mauvais garçon, juste pour plaire aux filles rencontrées dans les pubs alentours. Quant au collège, Ian profitera également du journal de l'école, le Wyvern, dont le chef de rédaction n'était autre que son frère, pour y publier sa toute première nouvelle, en juin 1925, The Ordeal of Caril St. George, qu'il signera discrètement de ses initiales ILF, Ian Lancaster Fleming. Voici un résumé tiré de la biographie du célèbre écrivain Andrew Leeson. Commençant par une mise en scène du style typique à Fleming, il s'agissait d'une histoire sophistiquée de deux amants qui se font surprendre par la détonation d'un coup de feu tiré par le mari de la femme en bas d'un escalier. Dans un élan de confusion et de lâcheté, l'amant décide de fuir, après quoi le mari apparaît, relevant qu'il n'a simulé son suicide que pour montrer la superficialité de l'amant à sa femme. Il lui indique alors qu'elle a eu son aventure, et que maintenant, serrant une poignée de billets de train, il est prêt à la quitter pour partir prendre des vacances permanentes à Venise. Alors qu'il quitte l'appartement, la femme devient folle de remords. Mais il y a un twist. Alors qu'elle s'effondrait au sol dans un évanouissement, elle entendit ses pas revenir sur le palier. Il revenait et elle savait qu'elle était pardonnée. Cette nouvelle lui fera gagner 90 livres, son tout premier salaire en tant qu'auteur. Mais Fleming ne terminera pas sa dernière année à Eton, car sa mère, alors influencée par son directeur de maison qui le détestait et lui reprochait sans arrêt son comportement arrogant et séducteur auprès des femmes, choisira finalement de l'inscrire pour une entrée anticipée dans la prestigieuse Académie royale militaire de Sandhurst. Grand bien lui fasse, il put réussir son examen d'entrée du premier coup. Une fierté quand on sait que le grand Winston Churchill lui-même a dû s'y remettre à 3 fois avant de l'avoir. Mais si Eton fut un semi-échec au point de vue scolaire, il faut cependant avouer que c'est à ce moment qu'il s'est créé des liens et des relations qui lui serviront pour la suite de sa vie. La cravate d'Eton, qu'il portera très souvent, est une marque de reconnaissance d'une fraternité entre anciens Etoniens, une solidarité et une entraide entre eux, d'autant plus si on est un ancien popper. Dans ses romans, Bond est lui-même un ancien d'Eton, ayant, comme Ian, appris la perte de ses parents en pension, et ensuite, comme Fleming, invité à partir du collège à cause de son comportement et de ses relations. À présent, Ian Fleming est tout simplement invité à suivre les pas de son père, une carrière militaire. I do so hate martial music.